Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF. On va parler de cannabis, on va parler de François Hollande, ce qui n'a pas un rapport forcément étroit. On va parler de Frédéric Thiriez, d'Emmanuel Macron. Donc beaucoup de noms au sommaire de cette émission, avec pour en parler Stéphane Monson de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour Patrice. Ça va bien? Très bien, merci. Florence Mercadet du barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Mustapha Larbaoui de Trappes, du football club de Trappes et de la pharmacie et des pharmacies de Trappes, de façon générale. Et Jean-Charles Lajoigny, éditeur, avec un nouvel ouvrage que vous venez de publier qui s'appelle Les Lucioles de Yann Thirion, qui est un écrivain qui malheureusement est décédé. Qui malheureusement est décédé il y a un mois, mais il a eu le temps de corriger les dernières épreuves du livre. Et c'est un livre passionnant et c'est notre premier livre pour la jeunesse. Enfin, c'est à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Voilà. C'est pas comme les polars habituels. C'est pas comme ces polars habituels qui étaient assez rudes. Oui. Et là, c'est très intéressant, c'est passionnant. C'est sur aussi bien, c'est un livre anti-extrémiste, anti-fondamentaliste, que ce soit c'est anti-Daesh comme anti-Front National, comme anti-totalitaire, mais pour enfants. Et c'est magnifiquement écrit et très bien mené. Et attendrissant, il y a de l'humour, à un moment on est presque ému aux larmes. Il faut vraiment le recommander. Yann Thirion, Les Lucioles, c'est un très très grand écrivain, très bon écrivain. Merci beaucoup pour ce petit cadeau donc aux éditions évidemment Lajoigny. Alors on va peut-être commencer, on pourrait commencer par François Hollande, mais c'est peut-être un peu institutionnel. On va commencer par un autre président, mais un président qui s'en va. C'est Frédéric Thiriez qui vient d'annoncer qu'il était le président de la Ligue de football professionnel. Conseiller d'État, et qui vient d'annoncer sa démission. Je m'adresse à vous, puisque vous êtes non seulement spécialiste du football, mais en tout cas des instances du football, puisque vous présidez le football club de Trappes, que vous êtes aussi, vous appartenez aussi à la Ligue. Comment vous expliquez cette décision, même si vous n'êtes pas à la Ligue professionnelle, vous Alors pour le coup, je ne l'explique pas, j'aurais éventuellement une hypothèse, mais il était prévu qu'il s'arrête. Oui, déjà. Il avait prévu qu'il ne reprendrait pas un autre mandat. Donc il était prévu qu'il s'arrête, et puis l'argument c'était je ne continue pas puisque je voudrais laisser la place aux jeunes. Donc c'est un peu dans l'esprit à la fois de ce qu'il a mené dans toutes ses actions au sein de la Ligue professionnelle de football. Et en même temps, voilà, l'hypothèse que je pourrais éventuellement formuler, c'est que d'une part, ça crée le buzz, parce que quand on l'attendait, finalement, ça serait presque normal de savoir qu'il part au moment des futures élections. En partant un peu plus tôt, ça peut éventuellement créer l'événement et ça peut lui profiter. Auquel cas, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça pourrait lui servir. L'hypothèse pourrait être celle éventuellement d'aller chercher une place ailleurs, par exemple une autre présidence. La FFF aujourd'hui est présidée par Noël Le Graët, qui était président avant de la Ligue professionnelle de football. Voilà, avec 10 ans d'écart. Donc moi, c'est à ça que j'ai pensé. Alors, en même temps, ils sont en conflit ouvert tous les deux. Pardon ? Ils sont en conflit ouvert entre la fédération et la Ligue. On peut donc imaginer que, voilà, en ayant avancé comme prétexte que c'était l'âge qu'il faisait arrêter la Ligue professionnelle de football, probablement que l'âge, avec une décennie de moins, pourrait être éventuellement encore sérieuse. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien le sujet, la différence entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnelle. Alors, la Ligue professionnelle, je crois que le plus simple, c'est que la Fédération française de football englobe la totalité du football, amateur et professionnel. Voilà, des branches, comme on pourrait le dire dans l'industrie, des branches ou des secteurs, alors qu'on pourrait prendre une branche du football français, puisque là, à la FFF, on a à la fois le football professionnel, le football amateur. Là, on est spécifiquement sur la Ligue professionnelle. Et ce sont les clubs. Donc, ce sont les L'équipe clubs. De France, c'est la Fédération française. Voilà, c'est ça. Donc l'équipe de France, on la retrouverait plus sous l'égide de la FFF que la Ligue professionnelle de football. Par exemple, les dossiers qui ont été traités par la Ligue professionnelle de football, c'est essentiellement, pour les téléspectateurs, c'est essentiellement les droits télévisés. Les droits télévisés. Il s'est bien débrouillé d'ailleurs. Franchement, ouais. S'il peut faire un bon boulot à la FFF de la même manière, il a triplé, quadruplé, je ne sais plus, le montant des droits. Voilà. En revanche, il s'est planté sur l'histoire des descentes entre Ligue 1 et Ligue 2. Oui, c'est ça. Donc c'est à ça que je voulais en venir. Par exemple, le vrai dossier un petit peu qui a été un peu laborieux, c'est celui des descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2, sachant que ça fait des descentes en cascade. Oui, il voulait qu'il n'y ait que 2 descentes et 2 montées pour assurer au fond une pérennité à certains clubs et ça n'a pas fonctionné.
Oui, parce qu'en dessous, c'est toujours pareil. Mais la Ligue 2 était furieuse, justement. La Ligue 2 était furieuse, et même les nationaux ou les CFA, parce qu'à un moment donné, ça permet de faire remonter ou de faire ça bloque. Donc l'ascenseur est bloqué, est en panne, comme on dirait éventuellement. L'ascenseur footballistique. Il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une réforme, je crois, de la Ligue professionnelle qui fait que le président va avoir beaucoup moins de pouvoir, que ce pouvoir va être plutôt exercé par le directeur général de la Ligue aujourd'hui. Ouais, ça a toujours été à peu près le cas, sauf qu'on avait un Thiriez qui était, voilà, je crois que le personnage assez omniprésent, oui. Ouais, a pris de par sa fonction, a pris un peu le pas, mais c'est vrai que c'est globalement vers ce type de personnage qu'on va se tourner. Après, il y a eu d'autres dossiers dans l'histoire de la vidéo dans le football, par exemple. Oui. C'est vraiment son dossier. Je crois qu'on a obtenu celui de visualiser les buts qui rentrent ou qui ne rentrent pas. La ligne de démarcation, si ça rentre ou pas. Voilà. Donc on est plus dans du football professionnel. J'ai presque envie de dire dans du football. Le football commercial, le football showbiz, le football, c'est plus cette sphère-là, à mon avis. Je crois qu'il en a fait le tour et il reviendrait, à mon avis, vers une institution plus notable et probablement une vision plus politique des choses. Voilà, c'est qu'un point de vue, c'est pas. Stéphane Monson, c'est bien parce que j'ai compris. J'ai notamment compris la différence entre la Ligue et la Fédération. J'ai fédé comme si je connaissais. Hein. Mais parce que je disais ça parce que comme Thierry était un spécialiste de droit administratif, il me disait que vous pourriez tout à fait peut-être prendre sa place à la présidence. Au Conseil d'État, je ne sais pas si ce serait compatible. Il est avocat. Il est devenu, il a quitté le Conseil d'État, il est devenu avocat dans un grand cabinet d'avocats au Conseil, au demeurant. Et je lisais Frédéric Thiriez lorsqu'il était maître des requêtes au Conseil d'État. Oui, absolument. Mais par contre, vous avez dit que j'appartenais à la Ligue. Mais non, vous appartenez à la Ligue amateur, pardon. Ouais, de Paris. Oui, absolument. Voilà. Et à la Fédération française de football, évidemment. Et à la Fédération française de football. Donc pas au professionnel. Jean-Charles, sur Thiriez oui, non, c'est vrai qu'en tout cas, c'est assez réussi de s'en aller avant l'échéance, parce que tout le monde en parle. Alors qu'il serait parti comme prévu, ça aurait été un peu oublié. Est-ce que ça n'a aucun rapport avec le fait que Lavezzi est parti jouer en Chine et que maintenant il ne pourra plus défaire sa coiffure? Voilà. En tout cas, ça nous fait une liaison pour parler un peu du PSG, qui a été défait contre Manchester City en quart de finale de la Ligue des Champions. Donc ils n'y arrivent pas, quoi. Bah oui, c'est l'échec de Laurent Blanc, je crois que... De Laurent Blanc ou des joueurs? Parce de Laurent Blanc. L'entraîneur, il est sur le banc. Hein. Oui, mais il faut bien qu'un entraîneur serve à quelque chose. Oui. Alors, s'il ne sert à rien, c'est comme un chef d'orchestre. Enfin, je veux dire, on ne peut pas s'en passer. Même si un orchestre est capable de jouer comme ça un jour, si le chef d'orchestre s'en va, bon, on sait que ça ne peut pas durer. On sait qu'en Belgique, on ne peut pas vivre sans gouvernement. On l'a vu récemment, tristement. Une équipe de foot, il faut un entraîneur et un bon entraîneur. Et là, visiblement, Laurent Blanc, il gère mal. Il cale en quart de finale. Comme il avait fait d'ailleurs en équipe de France face à l'Espagne. Exactement. C'est une tactique défensive. Et là, c'est une sorte de coup de folie d'avoir tenté cette... Il a tenté quelque chose au moins pour une fois. Oui, mais c'est tragique. Si on parlait de l'équipe France, probablement que Jean-Charles nous dirait que c'est le président Hollande qui en est fautif. Auquel cas, on pourrait se poser la question de savoir quel est le président qui gère également le PSG. Donc, en gros, il y a Laurent Blanc, il y a aussi un président, Nasser Khalifi. Donc, il y a un président. Je me demande à quel point il n'y a pas des dissensions au sommet. J'avais une hypothèse, moi, je trouve que le championnat de France, donc, et ces 22 équipes, je le trouve plutôt faible, même si on a des excès de part et d'autre, que ce soit à Nice ou à Lyon, de temps en temps, on a des choses un peu intéressantes. Globalement, je le trouve faible, donc j'ai le sentiment que pendant toute une année, on ne s'entraîne pas. Et c'est pas fait pour s'arranger. Non, mais c'est une hypothèse. Oui. L'année dernière, après, il y a eu des changements de tactique. Il y a eu de très beaux matchs du PSG contre. Oui, non, mais voilà. Non, mais l'équipe est capable, quand elle est bien managée, de faire des choses magnifiques. Mais là, ils sont plantés. Enfin, la gestion du Cadorier était ridicule. La formule en 5-3-2, c'était grotesque. Enfin, je veux dire, c'est des mauvais choix. On peut se tromper, mais il faudrait de temps en temps avoir le courage de démissionner. Est-ce que ça veut dire, je m'en vais. Vous pensez qu'on peut prendre les paris? Est-ce que Blanc sera toujours l'entraîneur du PSG l'année prochaine? Parce qu'il va y avoir de toute façon des changements. Il y a beaucoup de joueurs qui vont partir, etc. Ce qui peut le sauver, pas sous le contrôle de Florence Mercadet. Ce qui peut le sauver, c'est la défaite du Barça. Après tout, les meilleures équipes du monde perdent aussi. Le Barça a perdu. Donc le PSG a perdu. À la limite, ils sont perdus au même niveau. On pourrait penser que c'est deux grandes équipes qui n'étaient pas prêtes au bon moment. Je prends le pari qui ne restera pas. C'est clair. Vous pensez qu'il restera pas? Je prends le pari parce que moi, j'ai le sentiment que c'est au sommet que ça se passe. Il y a un truc.
Il y a un truc au sommet. Parce qu'il vient d'être prolongé de 2 ans, etc. C'est Je prends le pari. Ça qui peut le sauver pendant quelques mois, et les 600 000 euros qu'il touche tous les mois. Et je parle sous le contrôle de Florence. Je pense que c'est plus compliqué à détricoter un contrat à 600 000 euros par mois qu'on vient de re-signer. Ah ben non, c'est pas très compliqué, il faut payer. Voilà, il faut payer. Mais voilà, ils n'ont peut-être pas envie de payer autant. Aurier, c'était un problème d'argent déjà. Oui, Aurier, c'était un problème d'argent. Non, parce que à ce prix-là, Aurier aurait perdu de sa valeur. Alors que là, Laurent Blanc, sa valeur, elle est pas énorme. Le problème d'Aurier, c'est qu'il a perdu sa valeur. Voilà. Maintenant, il a fait jouer 2 fois. Mais cela étant, pour revenir à Laurent Blanc, moi, je ne pense pas qu'il est démérité. Je pense qu'il y a vraiment un problème d'incohérence au sommet, un problème de conflit. J'ai l'impression que c'est là que ça se passe. Personne ne parle des joueurs. Personne n'en parle. Non, parce que c'est presque... J'ai le droit d'en parler. Je parle pas de ça. On a l'impression que ça vous dérange qu'un arabe qui dirige un club de foot. C'est terrible. Non, Charles. Je répondrai pas. Non, mais ce qui était quand même frappant, c'est que sur la pelouse, il y avait quoi, 1 milliard d'euros entre les deux équipes, entre Manchester City et PSG, sur la valeur de tous les cumulés. 1000 millions quand même, donc non, peut-être pas 1 milliard, mais il y avait au moins... Je crois que c'est pas loin Il y a d'un un budget milliard. de 450 briques sur le... C'était quand même énorme. 500, ouais. C'est pour ça qu'il y a le banc qui vaut autant que la pelouse. Et donc, moi je pense que... Mais oui, c'est bien ce que je dis. En gros, pas tort. Voilà. Qui vient contre. Non, pas du tout. C'est 1000 millions. C'est comme les prud'hommes. Mais 1 milliard sur la pelouse. Donc, il y a 1 milliard sur la pelouse, avec des gens qui sont, alors pour le PSG, où ils ont fait de très beaux matchs, comme vous le disiez, Jean-Charles, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi ceux qui sont capables de très bien jouer... Non, mais je peux finir, oui. Ceux qui sont capables de très bien jouer dans le championnat, même s'il y a des équipes qui sont moyennement bonnes en France, ça n'empêche que Manchester City était parfaitement à leur... Oui, ils auraient pu les battre. Moins bon que le PSG. C'était quand même objectivement moins bon. Donc, comment se fait-il que des joueurs qui jouent vraiment bien et de façon assez régulière quand même cette année, sur le championnat, cette année, le PSG a joué régulièrement bien, comment ça se fait qu'ils se retrouvent un peu démunis quand ils montent la marche de l'international? Comment se fait-il? Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas que Laurent Blanc, et je pense qu'il y a un truc dans le mental qui est un peu français quand même. Il y a peut-être quelque chose de mental, mais je ne crois pas. Moi, je pense qu'il faut arriver bien au bon moment. Et que c'est comme le Barça, c'est-à-dire qu'à un moment, les équipes qui ont extrêmement bien joué pendant une partie de la saison, mais voilà, il faut être en forme au mois d'avril. Surtout, c'est pas une question plus qu'au mois de mars, au mois de février. Ça reste des joueurs de foot. Avec l'analyse de Florence, sauf sur le côté, c'est assez français, parce que franchement, il n'y a pas au PSG, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de Français. Là, il y avait... Vous avez raison. Il y avait Rabiot, c'est tout, je crois. Et puis surtout, c'est pas une question d'argent. Sur des niveaux un peu internationaux où on se bloque un peu. Florence, quand ils jouent, les mecs, il n'y a plus la notion d'argent à ce moment-là. Il y a un vrai enjeu. Ils sont dedans ou pas. Le schéma tactique est bon ou pas. Ils ont été plutôt perturbés aussi par le schéma tactique qui a été évoqué, on l'a dit, le 3-5-2. Donc le schéma tactique, l'entraîneur, a priori, qui ne fait pas forcément les bons choix à ce moment-là, la méforme à ce moment-là. Donc c'est vraiment tout ça qu'on peut additionner. C'est pas l'idée qu'ils soient bien payés, parce qu'à un moment où ils jouent... Ça motive. Non, c'est pas la motivation quand ils jouent. Absolument. Alors, vous parliez de François Hollande. Est-ce que c'est sa faute si l'équipe de France perd? En tout cas, il s'en est défendu jeudi soir à la télévision sur France 2 dans une émission avec une sorte de nouvelle forme. Vous l'avez regardé et vous l'avez trouvé comment? Qui veut commencer? Oui, il y a peu de gens qui l'ont regardé. 3,5 millions quand même. À peine 3 millions. C'est-à-dire qu'en gros, c'est de l'auditoire. Oui, c'était 15% ou 14% de part de marché. C'est un stade de foot, quoi. Non, c'est l'auditoire d'une rencontre de Ligue 2, à peu près. Honnêtement, enfin bon. Non, mais moi j'avais l'impression, j'ai regardé un tout petit peu. Non, ça n'a pas attiré, parce que c'est vrai que la dernière fois, quand il était passé, il y avait 7 millions à peu près de téléspectateurs. Non, mais c'est quand même très inquiétant, parce que ça veut dire que la majorité des gens ne s'y intéressent plus, ne le croient pas capable de dire quoi que ce soit. Et ils n'ont pas eu tort, parce qu'il n'y a eu aucune annonce en 2 heures d'émission. Il a défendu son bilan. Et moi, j'avais l'impression, le peu que j'ai regardé, de ne pas être dans le même pays. Parce que l'entendre le président de la République qui dit « tout va bien », on ne doit pas croiser les mêmes gens, on ne doit pas avoir visiblement pas les mêmes soucis, etc. Je trouvais ça vraiment troublant, quoi. C'est un peu un des reproches qui a été fait, oui, c'était d'être coupé au fond des réalités des Français. Il l'a bien démontré. Enfin, je pense parce qu'il y avait certaines interpellations de la part des gens du public qui lui posaient des questions, et sur les interpellations, il répondait soit à côté, en général pas complètement à la question, et il répondait
pense à cette femme-là qui a perdu son fils, qui a été tué en Syrie, où elle parlait de quelque chose de fond, parce qu'elle ne voulait pas parler de son cas personnel, mais de savoir un peu qu'est-ce qu'il comptait faire pour s'attaquer aux racines du mal et essayer comment on fait pour éradiquer ces prêcheurs extrêmement nocifs en France. Et il n'a pas répondu à la question, il a répondu chiffres, il a dit il y en a 2000 par-ci, il y en a 600 en Syrie. Il donne des chiffres sans répondre sur le fond de la question qui est posée. Et je trouve que c'est complètement à côté. Quoi. Et le peu qu'il a dit était faux là, sur le sujet, parce qu'il a dit que la mosquée de Brest était fermée, c'est absolument faux, elle est toujours ouverte. Non, mais il a dit beaucoup de... Il a réécrit l'histoire de manière intéressante. Donc quand même c'est aussi, sur les chiffres aussi, enfin, de la croissance, du chômage, etc. Mais on avait quand même plus l'impression d'avoir un futur candidat à une élection qu'un président. Quoi. Donc, vous avez trouvé? Moi, je ne trouve pas du tout, parce qu'il a parlé que de son bilan, il n'a pas parlé une seconde de l'avenir ni de perspective, justement, non? Je ne sais pas. Alors, Moustapha. Non, mais je n'ai pas vu. J'avais piscine ce soir-là. Et d'autres, quel manque de respect pour la fonction. Non, mais je recevais notre aménage en nocturne. Je recevais un ami, néanmoins collègue, qui est unien, et voilà, la conversation que j'ai eue avec lui était je crois, plus intéressante. Ce que moi j'ai entendu, c'est qu'il n'a pas forcément dit que tout allait bien, mais que ça allait mieux. Alors c'est très relatif, le mieux. Ça allait mieux, absolument. Et de surcroît, non, je pense que je n'étais pas du tout tenté de regarder. Je crois que ce type d'exercice convient très mal à ce type d'autorité, un président de la République. Il y a toujours une confrontation face aux Français. Je trouve ça ridicule aussi. Voilà, les hommes, les élus, les politiques, comme on dit, sont soi-disant déconnectés. Alors on veut les rapprocher d'un échantillon qui n'a rien de représentatif. Et puis qui est très casté en plus. Ça va des gens plutôt. Ça pose la question aussi de l'organisation journalistique de ce type d'émission. Et puis de surcroît, ce type de confrontation nous montre une chose, c'est qu'elle nous confirme en effet que les grands élus sont déconnectés de ce qu'on appelle abusivement le terrain. Les vrais gens. Les vrais gens, la France d'en bas, etc., dans laquelle la vérité se trouverait. Ça aussi, ça reste à démontrer. Je ne crois pas qu'un président de la République qui reste dans son bureau soit nécessairement déconnecté des réalités quotidiennes. Je ne crois pas non plus qu'un président de la République, quel qu'il soit, ait des réponses systématiques à apporter à toutes les questions qui sont posées. Alors, je ne sais pas si on l'a questionné sur le prix d'un ticket de métro, le prix d'une baguette, etc. Non, pas ce coup-là, mais alors c'est des trucs récurrents aussi. Mais c'est vrai qu'entre la préoccupation individuelle et la macroéconomie, par exemple, il y a un fossé. Mais il y a un fossé qui, de mon point de vue, ne doit pas être franchi. Et le job d'un président de la République, ça n'est pas de s'intéresser. Oui, mais vous pouvez toujours dire que les chiffres sont plutôt meilleurs, etc. La réalité que les gens vivent sur le terrain n'est pas forcément la même. Ce décalage, il existera toujours. Et ce type d'émission met en relief ce décalage beaucoup plus qu'elle est-ce que ce n'est pas le problème qu'il y ait un temps de l'opinion et un temps politique? C'est-à-dire qu'une mesure politique, pour avoir des effets, il faut 2, 3 ans, 4 ans. Et le temps de l'opinion est évidemment beaucoup plus court. Bien sûr. Le temps de l'opinion et surtout des médias, et le temps de l'image. Et de l'image. On avait un peu l'impression hier quand même que c'était un super conseiller technique qui connaissait beaucoup de détails, de chiffres, de choses. Émissions, non? Voilà, oui, mais c'est pas ce qu'on attend. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que moi j'attends d'un président de la République, oui, quel qu'il soit. On attend un peu une vision, quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un ministre. C'est pas. Mais à partir du moment où la forme de cette émission avec des Français qui représentent en effet des catégories, ça oblige de s'adresser à des catégories de Français, non pas à tout le monde. Mais peut-être que là, je rejoins Stéphane, c'est peut-être pas la place d'un président de la République dans ce genre d'émission qui est très bien pour un ministre de l'Agriculture ou éventuellement pour un Premier ministre, mais pas pour un président de la République qui doit donner autre chose, un peu de hauteur, un peu de... C'est très juste, on dit, ah bah oui, il a travaillé ses fiches toute la journée, mais il a perdu du temps. C'est pas ça son travail. Moustapha. Pour l'avoir regardé, c'est vrai que je souscris à tout ce qui a été dit déjà. Tout ce qui a été dit. Alors moi, je trouve que... moi, ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'était quasiment le président en miroir, toujours, de Sarkozy. C'est-à-dire qu'on avait un Sarkozy qui avait, entre guillemets, qui avait abîmé la fonction présidentielle au dire de beaucoup, parce que, par définition, il était un peu outrancier, il était un peu comme ça, hyper président. Et en même temps, cette fois-ci, Hollande l'aurait déprécié, à mon sens aussi, mais
il a fait preuve de beaucoup d'empathie. Je trouvais qu'il était vraiment au niveau il sentait bien les gens qui... Il a un côté sympathique. Voilà. Et donc, en termes d'ambiance, je l'ai trouvé très paternaliste. Et en même temps, c'était le niveau des réponses qui était, pour le coup, il voulait rassurer et il n'était pas convaincant. Donc, à vouloir rassurer en étant dans l'empathie, il n'était pas convaincant. Et donc, du coup, ça enlevait un peu de la prestance. Et d'ailleurs, on voyait bien que les gens qui l'interrogeaient ne se privaient pas de lui rentrer dedans, de lui couper la parole. Il y a même la journaliste qui a dit « vous plaisantez » à un moment. Vous plaisantez. Il y a Salamé, plaisanté. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est en miroir, mais à vouloir faire quasiment de l'anti-Sarko en étant justement plus proche, on a fait tout autant par rapport à la fonction présidentielle. Moi, c'est ça que j'ai retenu. Et en même temps, il n'y a pas tellement de gens qui l'ont regardé, donc finalement, il peut encore se rattraper. Mais est-ce que c'est pas peine perdue, quoi, un peu. Il y a un peu ce côté-là, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas ramer contre le vent pendant longtemps, mais il faut... Il y avait un côté, je m'excuse un peu, mais vous verrez, ça sera peut-être... Moi, je trouvais qu'il y avait un peu une posture de candidat et une manière de dire, m'en voulez pas trop, j'ai essayé de faire au mieux pour pas faire de casse, et ça sera pire. Non, mais est-ce que le manque d'audience, la déception de la prestation, le fait qu'en effet, il parle un peu dans le vide en parlant de son bilan, est-ce que ça ne fait pas que sa candidature est quand même plombée d'avance? Enfin, si candidature il y a. Il paraît un peu cramé. Après, on verra ce qui se passe dans un an. Mais là, c'est vrai que je pense que qu'il peut remonter, les élections auraient lieu dans 2 mois. On voit mal comment il pourrait s'en sortir. Maintenant, dans un an, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà, pour l'instant, vous pensez qu'il peut y avoir beaucoup de bêtises de l'autre côté? Oui, et puis tout dépend qui il a en face. Tout dépend. Encore une fois, là, on oublie complètement le Front National depuis quelque temps, parce que Marine Le Pen a l'intelligence de la fermer, et on n'entend pas, mais ils engrangent des voix tous les jours, avec la complicité objective du pouvoir, quand on voit toutes ces images de casseurs qui mettent Paris à feu et à sang. On va parler du mouvement qui attaquent un commissariat de police avec les policiers terrorisés à l'intérieur et pas un policier à l'extérieur pour venir les sauver. Si ce n'est pas une machine à faire voter le Front National, il faut qu'on m'explique. Probablement que ça plaide pour l'éventuelle primaire pour lui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on pouvait dire il est président sortant, donc il n'a pas à rentrer dans l'arène, sauf qu'à être descendu probablement si bas dans les sondages qu'il aurait besoin de plus de temps pour expliquer. Auquel cas, les primaires pourraient s'imposer à lui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Vous croyez aux primaires de la gauche? Non. Mais de toute façon, il a quasiment indiqué hier qu'il n'y en aurait pas. Oui, puisqu'il a dit qu'il prendrait sa décision après les primaires de la gauche. Ça me paraît court pour une campagne. L'impression est celle-là, en effet, c'est qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, entre guillemets, il apparaît démonétisé, c'est-à-dire il peut parler tant qu'il voudra. Il se heurte à une espèce de paroi lisse et glissante, à l'image d'ailleurs de Sarkozy. Oui, j'ai l'impression que les deux sont embarqués dans le même bateau, et que de toute façon, il est clair que les gens n'en veulent plus, mais c'est vrai, Jean-Charles a raison, il peut se passer tellement de choses dans les 12 mois ou 11 mois qui viennent. Mais en tout cas, pour l'instant, on en est là. Là-dessus, on a terminé. Mais je parle sous le contrôle de Florence. Bien sûr. On parle tous. Alors, il a parlé quand même à un moment d'Emmanuel Macron, qui a lancé donc son mouvement en marche. Alors, avec des mots un peu plus sévères qu'il ne les avait jusque-là, c'est-à-dire que jusqu'ici, il avait plutôt semblé approuver la démarche d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a dit, en gros, comme disait Chirac de Sarkozy, je décide, il m'obéit. Enfin, c'était un peu la même chose. Le mouvement, Emmanuel Macron, son mouvement, comment vous avez jugé ça? Le fait qu'en effet, il soit ministre et qu'en même temps, il lance une sorte, même si ce n'est pas un parti politique, mais enfin, c'est un mouvement politique en tout cas. Allez-y, oui, Moustapha. Ouais, si on devait parler de casting, à la limite, pour l'époque, je trouve qu'il présente bien les choses, parce que il n'est pas tout à fait d'un parti politique, même s'il a appartenu au Parti socialiste un peu plus jeune. Aujourd'hui, il se présente finalement à nous en disant que finalement les grandes idées sont ni de droite ni de gauche. Ça plaide pour l'UMPS au passage. Donc on est un peu dans l'air du temps. C'est l'UMPS. Je ne suis pas d'un parti politique et en même temps je vais chercher des idées là où elles sont. Et puis finalement le dernier chapitre de son bouquin, c'est je vais chercher des fonds pour mon mouvement. Et il était d'ailleurs à Londres. De Londres pendant s'il n'y est pas encore. Voilà. Donc ça ressemble à
une espèce de présidentielle à l'américaine où on fait émerger quelqu'un qui n'était pas connu du grand public. Il ne l'était pas, en tous les cas pas des électeurs, parce qu'il n'est pas élu. Et donc il émergerait comme ça, en surfant sur l'idée de l'UMPS, en surfant sur l'idée que les idées sont de droite ou de gauche, la jeunesse, l'entreprise. Et donc, auquel cas, ramasser des fonds, c'est une manière de dire je suis capable de collecter de l'argent, je suis capable de... Il y a des gens qui croient en moi. Voilà. Il y a des gens qui croient. Voilà, moi, personnellement, je pense que... est-ce que ce n'est pas un effet de mode, comme il y en a eu d'autres et là, on reviendrait à des temps plus anciens. Mais est-ce que ce n'est pas une offre politique aussi? Parce que ça peut être une offre politique. Je ne sais pas si c'est politique. Moi, j'ai l'impression que c'est plus une offre... que Hollande est démonétisé. Je ne vois pas l'offre politique, pour le coup. Je vois plus une offre de... Si vous avez Juppé d'un côté, qui est le candidat de la droite républicaine, il me semble qu'un Macron qui a 40 à peine. Même pas 40 ans, 39, 40 ans. alors 39. Qui n'est pas très opposé politiquement, ça peut être une offre alternative, non? Ce qui est extraordinaire surtout, c'est qu'on voit que Macron, il pourrait être Premier ministre sans problème de Hollande réélu ou de Juppé élu. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Sauf que l'un des qui est plus critiques à l'égard de Macron, c'est justement Juppé qui a bien compris que c'était pas très bon pour lui, contrairement à... parce que Raffarin a dit l'autre jour, ah bah oui, il pourrait tout à fait être Premier ministre de Juppé, et Juppé a tout de suite dit, pas question. Après, pour en revenir à Hollande, je pense que il faisait un peu maître d'école hier, Hollande, en taclant, pour reprendre un terme de foot, Macron, mais c'est parce que 3 minutes avant, il avait assommé Valls en disant, sur l'histoire du voile. Donc à chaque fois qu'il tape sur l'un, il tape sur l'autre. Et voilà. Votre avis là-dessus. Mais sur Macron, quand même. Macron, ça sent la mise en scène à plein nez. L'erreur que Brigitte a commise, il a assuré qu'elle ne la commettrait plus. Oui, alors c'est un peu simple, c'est pas moi, c'est Brigitte. Quelle mise en scène, quelle société du spectacle. Enfin, arrêtons 2 minutes. Quoi. Mais encore une fois. Non, mais sur le fond. Mais sur le fond, moi je trouve que cette personne, que Macron assume parfaitement son social-libéralisme, là où d'autres ont vraiment eu du mal, ont mis des années avant de l'assumer. Le seul problème, vous parliez d'offres politiques sans doute, mais le seul problème, c'est que dans le système institutionnel tel qu'il est construit pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose sans parti politique. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Jacques Delors. On dit il a manqué de courage parce qu'il ne s'est pas présenté, sauf qu'il n'avait pas le Parti socialiste derrière lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Macron n'a pas franchement un parti derrière lui. Il y a une exception, c'est Giscard quand même. Oui, enfin... On pourrait dire que c'est une exception quand même, parce qu'il avait un petit parti... Il a fondé son parti après coup. Les Républicains indépendants à l'époque, ça ne pesait pas grand-chose par rapport à l'UNR. Enfin... Oui, mais enfin, Giscard a enfoncé un coin dans une... Comment dirais-je? Oui, un espace disponible au sein de la droite de l'époque. Mais est-ce qu'il n'y aura pas un espace disponible pour Macron, justement, à gauche, dans une gauche un peu déliquescente? Je pense qu'il a une carte à jouer. Lui, il joue la carte de l'explosion du PS, d'une recomposition à gauche, avec des gens qui le rejoignent, que ce soit d'ailleurs de gauche ou que ce soit de centre-droit, d'ailleurs, de gens qui peuvent rejoindre Macron, parce que comme il est libéral, humaniste, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui se reconnaissent dans les valeurs qu'il porte, que ce soit des gens de droite ou de gauche, donc c'est un peu ce qu'il cherche, et je pense que il a une... Je crois qu'il y a un vide qu'il est en train de... Cherche la place de Bayrou. Il y en a un qui doit être déprimé, oui, c'est votre ami Bayrou. Oui, ou déprimé ou content. Il triomphe dans ses idées. Oui, mais enfin, Bayrou qui se voit toujours calife à la place du calife. Pourquoi vous voulez résumer le jeu politique à un jeu d'ambition personnelle? Il y a des idées. Comment est-ce que ça a pu me venir à l'idée? Oui, franchement, alors qu'il y a des... Votre ami Bayrou. Alors qu'il y a des idées. Et nous sommes du même lieu. Du même lieu. Voilà. Même lieu. Votre ami géographique. Il y a aussi, alors, toujours, c'est peut-être aussi une critique de la politique, donc ce mouvement de Nuit debout, qui n'a pas l'air d'avoir vos faveurs, Jean-Charles, mais j'ai rien dit. Qui intrigue beaucoup les médias quand même. Enfin, on ne sait pas très bien. C'est assez amusant parce qu'on ne sait pas très bien ce que c'est au fond. On ne sait pas très bien où le situer, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est important, est-ce que c'est un feu de paille. C'est sûrement important parce que ça existe et puis qu'effectivement ça fait un peu tache d'huile, on en voit partout. Enfin, après, c'est pas Podemos. Hein, il se passe pas en France, ce qui se passe en Espagne. Après, moi, ça a commencé un peu comme ça, Podemos aussi. Oui, mais enfin, ça avait démarré quand même un peu plus vite. Puis il y avait, j'ai l'impression, beaucoup plus d'idées derrière Podemos qu'il y en a derrière La Nuit debout. Parce que moi.
Je suis pas. Il pleuvait un peu moins. Voilà. Il pleuvait moins, oui, absolument. Je ne suis pas allé là-bas, j'ai pas rencontré les gens, mais tout ce qu'on voit dans les journaux ou ce qu'on entend à la radio ou ce qu'on voit à la télévision, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'idées intéressantes qui sortent de là. Mais il y en a plusieurs, surtout. Non, mais ça a l'air d'être des gens tous plutôt plus ou moins sympathiques et qui sont charmants. Il y a des débats, il y a des... Voilà, oui, mais des débats sur quoi, on ne sait pas, pourquoi. Je veux dire, voilà, ça me paraît un peu vain. Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Justement, est-ce que c'est pas une réponse à un débat politique qui est un peu mais si on répond par le rien, c'est quand même une réponse déprimante. Non, c'est une multiplication des débats, justement, des idées, peut-être, non? Moi, je connais quelqu'un qui est allé passer une nuit debout pour voir de quoi il s'agissait. Il faut être debout toute la nuit? Toute la nuit. Et donc, qui me disait qu'en fait, les gens avaient un profond respect les uns pour les autres, qu'il y avait une écoute, qu'il y avait un échange, qui était quand même assez intéressant, et que ce qu'il en ressortait par rapport à leurs revendications, à leurs doléances, pour être dans la bonne sémantique, c'est qu'ils veulent être reconnus comme des hommes et des femmes, et pas comme des objets qu'on utilise, que ce soit de la politique, que ce soit de la consommation, et plus recentrer l'humain dans la société et arrêter d'être manipulé. Voilà. En gros, en synthèse... Pas chez les bisounours, mais c'est ce qui... Voilà, non, mais ils aiment pas la question. Vous allez me rajouter qu'ils n'aiment pas la guerre, ils n'aiment pas la misère, bah oui. Ils savent que l'eau ça bouille depuis... Non, je suis d'accord. Non, mais c'est ce qui ressort systématiquement en disant on en a assez, on en a ras-le-bol, on a envie de reprendre un peu le pouvoir. Alors, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Mais on est d'accord. Voilà. Moi, il y a en effet une espèce de... Enfin, ça n'a pas toujours existé, mais enfin, c'est plus ou moins sous-jacent à pas mal d'instants, de périodes. Je crois que ce mouvement n'a pas vraiment grand-chose de spontané. Les choses sont parfaitement organisées par une partie de l'extrême gauche notamment. Ce qu'on voit, c'est en effet, alors on parlait d'offres politiques, là c'est une offre politique aux antipodes du système actuel. Là c'est vraiment... plaider en rupture, je parle sous le contrôle de Florence, plaider en rupture par rapport au système instauré, avec une espèce de, comment dirais-je, de conception très horizontale des rapports humains. Alors la guerre c'est pas bien, la misère c'est pas bien non plus. Il vaut mieux que tout le monde ait ce qu'il faut et tout le monde soit heureux. Enfin, c'est assez génial, mais c'est vrai qu'il y a une espèce d'utopie qui fait que ça a l'air un peu gentil comme cela. Mais c'est vrai, j'ai pas vu ça à Paris, j'ai vu ça dans une ville de province, de région. Bon, il y avait 10 personnes qui étaient rassemblées, alors elles étaient assises en plus, donc je n'ai pas bien compris. Et j'ai un peu essayé de... Vous avez engueulé, vous? Non, mais j'étais debout, mais derrière. Mais moi, j'étais debout. Mais je ne suis pas resté toute la nuit. Et donc, j'ai essayé d'entendre un peu les débats. Alors, il y avait un type qui parlait justement de la légalisation du cannabis. Ah, on va en parler. Et puis, un autre qui a parlé de choses, mais sans lien. Donc, alors, la libre parole, etc., ça, c'est aussi une culture à laquelle on n'est pas vraiment accoutumé en France, à la façon d'un speaker's corner. Oui, c'est ça. Voilà. À Londres. Alors, on pourrait instaurer ça aussi. Ça serait bien. Mais ça. je doute que, si vous voulez, la mayonnaise prenne vraiment. C'est pas Podemos, c'est pas Syriza ancienne version. Voilà. C'est vrai que ça ferait une autre activité au bout de Boulogne. Speaker's corner. Ce qui est très drôle, alors c'est Hidalgo qui m'a surpris en bien, comme on dit. Non, qui n'a pas aimé, non? Mais non, mais qui une nuit a coupé la lumière. Oui. Ça, je trouve ça assez amusant, quoi, parce que c'est assez culotté. On ne s'attend pas du tout à ce qu'elle le fasse. Non, couper la lumière sur la place de la République, c'était assez coquin. Enfin, voilà, Moustapha? Alors moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, je ne suis pas persuadé que ça aboutisse à une offre politique ou même à de nouvelles idées. Cela étant, par rapport à ce qui a été dit ici, la guerre, c'est pas bien et la misère, c'est pas bien. C'est vrai que ça paraît être une banalité, mais il faut le dire quand même. Donc ils ont envie de le dire et je trouve qu'ils ont l'âge pour le dire et on l'a dit. Donc à la limite, c'est pas tellement le débat, c'est surtout que depuis, il y a des caméras. En tout cas, depuis les événements de 68 et même avant, et il y a eu des tas de mouvements comme ça. Aujourd'hui, le moindre truc qui se passe dans Paris, il y a des caméras, ça fait le buzz, ça fait un récit à raconter. Donc là, on est en train de raconter l'idée que des jeunes n'aiment pas la guerre et n'aiment pas la misère. Après tout, qu'ils le disent, c'est plutôt bien. Ça veut dire que la jeunesse est encore à peu près dans ses fondements. Au-delà de ça, je ne suis pas sûr que ça aboutisse à quoi que ce soit. C'est plutôt... Moi, ça m'a fait penser à 2-3 choses. La première, ça ressemble à
à des printemps arabes. On en a parlé tout à l'heure, des présidents. Ça m'a fait penser à des printemps arabes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand on veut dire dégage, on va dans la rue et on va place Tahir, on va place sur toutes les places. Non, justement, c'est que ça n'aboutira à rien. J'ai commencé par ça, quand ça a pu aboutir à des choses probablement plus terribles qu'on a pu l'imaginer dans les printemps arabes. Mais c'est un peu ça l'idée, c'est Hollande dégage, moi c'est ce que j'entends aussi, Hollande dégage, les politiques... c'est ce que j'ai entendu. Les politiques dégagent. Voilà, c'est là où je veux en venir. Hollande dégage, dégagez tous. Voilà. C'est pas un mouvement pro-Juppé. Non. Mais c'est le président qui l'incarne. Donc c'est le président dégage. Ben Ali, c'était lui à ce moment-là, mais il y avait toute sa clique. Oui, mais c'était pas la même. Non, c'est une image que je voulais simplement. C'était juste une réflexion. C'est cette image de dire dégage et en même temps, on veut s'exprimer. Voilà, je trouve que ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Et à l'inverse d'un mouvement très pacifique où ils s'expriment avec gentillesse et bienveillance les uns les autres, moi, ça m'a fait penser aussi à l'inverse, un peu les émeutes qu'on a pu avoir cette fois-ci dans les banlieues avec des expressions différentes qui n'aboutissent à aucune offre politique, mais il y a eu une expression. Oui, il y a une expression qui se fait. Voilà, assez le feu est né de ça. Probablement qu'on aura assez des politiques qui sortira comme assez le feu. Donc c'est pour dire que voilà, il y a un mode d'expression, ça veut s'exprimer, il y a des médias qui les écoutent, donc on en profite. Ça n'ira, à mon sens, pas beaucoup plus loin, mais ça suppose de les écouter quand même, les jeunes. Alors je voudrais qu'on parle peut-être un mot de la souffrance animale, puisque c'est un sujet qui est mais si, on va en parler un petit peu quand même, parce que c'est vrai qu'il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu les scandales dans certains abattoirs, un scandale dans un certain nombre d'abattoirs, et après on va parler de la dépénalisation du cannabis, je vous le promets, Jean-Charles. Mais et je vous propose d'ailleurs de voir sur ce sujet un reportage qui a été fait dans un des abattoirs des Yvelines. Entre 2500 et 3000 porcs sont abattus chaque semaine dans ces locaux. Situé à Houdan, l'abattoir Guy Aran est le dernier établissement de ce type en Île-de-France. Depuis 2013, les normes européennes du bien-être animal ont été renforcées. Vincent Aran, directeur de l'abattoir yvelinois, s'assure du respect de ces règles. Nous mettons les porcs par deux dans des ascenseurs et ils descendent dans une concentration à 90% de CO2 qui les endort immédiatement. Une fois que donc, les cochons dorment complètement, ils sont saignés. Donc nous, on récupère le sang et après, ça part sur la chaîne d'abattage. Une machine validée par la direction départementale de la protection des populations et par une association de protection animale. Mais les vidéos publiées sur Internet en octobre 2015 par l'association L214 ont incité l'abattoir à prendre de nouvelles mesures. Depuis les premières vidéos, donc, nous avons bien regardé tout ce qui aurait pu ne pas aller. Donc maintenant, notre taux de CO2 était avant affiché sur une petite affiche. Maintenant, c'est une grosse lumière verte ou rouge. Si c'est vert, on peut tuer. Si c'est rouge, on arrête tout. Parce que l'animal risque de ne pas être assez endormi. Selon Vincent Aran, les abattoirs n'ont aucun avantage à maltraiter un animal. Le stress et la souffrance altèrent la qualité de la viande et entraînent donc des pertes financières. L'établissement de 90 salariés fait l'objet d'un contrôle annuel complet, en plus d'un contrôle quotidien de la DDPP. Une équipe de 5 personnes en permanence qui, inspectent régulièrement l'abattoir. 2 axes principaux, la protection animale, vérifier donc si les animaux qui arrivent à l'abattoir, donc des porcs, c'est un abattoir uniquement de porcs, ne sont pas blessés, ne sont pas malades, et bien entendu la sécurité sanitaire des aliments. En cas de non-respect des lois en vigueur, les établissements sont sanctionnés, des peines pouvant aller jusqu'au licenciement du salarié concerné ou la fermeture de l'abattoir. Après la nouvelle publication d'une vidéo de L214 fin mars, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, a ordonné au préfet de procéder à des inspections dans l'ensemble des abattoirs du pays. Elles doivent être réalisées avant la fin du mois d'avril. En un mot, sur ces inspections, vous êtes tous d'accord, je suppose. Bien sûr. Oui, puisque c'est ce qu'on disait, la nourriture est meilleure lorsque le bestiau est moins stressé. Mais cela dit, non, cela mis à part, c'est vrai que si on peut éviter, c'est quand même beaucoup mieux. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on va arriver de plus en plus à une société où on va manger quand même
ne serait-ce que pour des raisons économiques ou des raisons écologiques, moins de viande. Et plus d'insectes, alors, c'est ça. Et peut-être plus d'insectes, d'ailleurs, oui. Non, on va pas manger, on va manger de la meilleure viande. Oui, moins souvent. On peut souhaiter qu'il y ait de moins en moins de merde dans nos assiettes, ça sera une très bonne chose, mais des bons poulets, des bœufs pas stressés. Des bons poulets, ça veut dire... Par exemple, il y a un magasin Monoprix, pour pas le citer, qui a décidé de ne plus vendre d'œufs de poules élevées en batterie. C'est plutôt une bonne chose, non? Mais c'est très bien. Moi, ce que je trouve curieux, c'est qu'il y a des gens qui achètent encore des œufs numérotés 3. C'est ça que je trouve curieux. Il faut le savoir. Tout le monde est 0, c'est très bien. Enfin, tout le monde est au courant quand même. En plus, c'est marqué dans la boîte. Il y a marqué 0, c'est bien. 3, c'est pas bon. Et les mecs, ils disent, allez, donnez-moi 3 douzaines. Ça force le respect quand même. Mais on peut souvent aller dans des hôtels où au petit déjeuner, vous avez des œufs qui sont numéro 3. On ne fréquente pas les mêmes hôtels. Pourtant, pas forcément des mauvais hôtels, non, mais je vous jure. Non, je plaisante. Bon, mais il faut le savoir. Non, il faut informer d'abord les consommateurs. Absolument. Et vous avez raison de dire que, voilà, moins il y a de souffrance, meilleur est ce qu'on mange. Alors, est-ce que meilleur est ce qu'on fume aussi? Puisque le débat sur la dépénalisation du cannabis est relancé. Mais je ne sais pas, moi je l'ai peut-être entendu 50 fois ou 150 fois relancé depuis une dizaine d'années ou depuis une quinzaine d'années. Alors, avec des arguments qui sont, cela dit, parce que quand il y a 20 ans, les premiers qui disaient qu'il faudrait dépénaliser le cannabis, tout le monde les regardait avec des yeux de merlan frit en disant mais c'est des dingues, c'est des trafiquants, enfin, etc. Je ne change pas d'avis. Non, mais oui, mais aujourd'hui, il y a quand même des arguments. C'est vrai que la pénalisation ne marche pas. On est le pays qui pénalise le plus un des pays qui pénalise le plus et qui consomme le plus de cannabis. Enfin, oui, il y a aussi des pays en Europe, notamment en Hollande, où ils reviennent un peu sur cette liberté absolue qu'il y avait sur le cannabis. Donc ça, c'est un contre-exemple que personne ne cite parce que ça dérange un peu la doxa. Mais deuxièmement, je ne comprends pas bien l'argument qui consiste à dire on sait que c'est mauvais, on sait que ça attaque quand même le cerveau. Tout dépend à quel rythme on fume, etc. Mais enfin, on sait que l'excès... Le tabac et l'alcool aussi. Non, mais d'accord, mais donc on fait des campagnes, on dépense des milliards pour dire aux gens ne buvez pas, stop à l'alcool. Là, on va dire attendez... Ok, buvez pas trop de whisky, un peu moins sur le pastis, mais allez-y sur le cannabis. C'est complètement incohérent. Soit on lâche tout. Non, c'est pas forcément. Mais si, on peut ouvrir les vannes. Mais on peut pas dépenser de l'argent pour dire aux gens. Vous êtes sûr que c'est aussi simple que ça? C'est-à-dire que si on légalise, ça veut dire allez-y tous. Enfin, bien sûr. Mais comment est-ce que vous pourrez dire à un enfant ah non, c'est pas bon et votre enfant va vous dire mais pourquoi c'est pas bon? Mais quel va être l'argument pour dire de ne pas fumer, puisque c'est en vente libre. Va en acheter. Mais l'alcool est en vente libre. Oui, presque libre. Pas tout à fait. Le tabac, oui, le tabac aussi. On n'a pas le droit d'en acheter. Mais moi, je pense, au-delà de ça, c'est encore une fois le génie politique de Hollande. C'est pas son génie de président. Là, c'est Le Guen. Oui, non, mais enfin, Le Guen... Il n'est pas forcément un génie. Le Guen, il est parfait. C'est justement parce qu'il est parfaitement téléguidé. C'est que les socialistes, et surtout Hollande, a le don de trouver des trucs pour couper la France en quatre. C'est-à-dire que c'est pas... Non, mais le cannabis, c'est pas droite-gauche. À droite, il y a des gens qui sont pour. C'est pareil, je veux dire. Et voilà, le prochain truc... Mais c'est vrai que c'est un débat qui dure depuis un certain temps et il y a des arguments, alors j'entends des arguments contre, mais il y a aussi des arguments pour qui sont relativement sérieux. De toute façon, mais Jean-Charles l'a un peu dit, mais c'est une question de santé publique, d'accord, mais sur la stricte question budgétaire, par exemple, je sais bien qu'il ne faut pas réduire ça à une histoire d'argent, mais quels sont les moyens déployés par l'État pour lutter contre tout cela? Par nos forces de police, par la justice, les heures, les jours, les années passées à essayer de traquer les consommateurs, parce qu'on dit, ah ben oui, les consommateurs aujourd'hui sont plus sanctionnés, c'est pas vrai, enfin je parle pour le coup sous le contrôle de Florence, mais enfin il y a quand même encore... Non, il y en a peu. Non, en théorie. En théorie. En théorie. Il s'agit, quand on parle de légalisation, il s'agit de réduire le trafic. Absolument. Il ne s'agit pas des consommateurs. Je pense en effet que la meilleure façon d'assécher, ou du moins d'assécher du mieux possible, ou du moins mal possible, les trafics, c'est que l'État prenne la main là-dessus. Moi, ça me choque aussi de voir les ravages que fait l'alcool dans nos populations. L'alcool crée des morts, l'alcool sur la route, etc. Alors qu'on s'en émeuve aussi un peu plus qu'on ne le fait. On dit c'est culturel. C'est mieux? Non, c'est pas mieux.
contre, c'est pareil. Mais voilà, donc mais là, je comprends pas ce il ne poids de s'agit pas de mesure. dire on va tout d'un coup dire aux buvez gens plus, de mais consommer. fumez, Mais non, c'est pas personne ne Non, dit mais ça, je crois pas. je pense surtout aussi, je pense que s'il y a une légalisation, il va y avoir un contrôle de ce qui va être vendu. Et il y aura peut-être moins de saloperies qui vont. Parce que oui, je pense que ça améliorerait ça améliorerait la qualité parce que sur les problématiques psychiques, il y a n'importe quoi aussi. Voilà, il y a des n'importe quoi. Il y a des morceaux de pneus qui sont. Enfin, on a vu des choses quand même assez immondes dans le mélangé à de l'herbe ou à du shit, quoi. Donc, je fume du pneu. Et la moquette avec. On se disait aussi. Donc, Tout s'explique. Mais non, mais il y aurait une meilleure qualité. Ce qui veut dire que ce serait peut-être moins nocif aussi pour la santé par rapport aux saloperies qu'ils peuvent acheter sur des consommateurs. Et puis, ça réduit le trafic. Enfin, pour le coup, la difficulté derrière, c'est un bon coup pour l'État parce que ça lui rapporte de l'argent. Simplement, ça va assécher une économie parallèle dans certaines cités. Ça risque de poser d'autres problèmes. Ça va. Ça aussi, c'est une difficulté. Pour le coup, on ne va pas s'en plaindre, parce que si ça enrichit l'État, ça enrichirait a priori les pharmaciens, puisqu'il s'agirait de le mettre dans un circuit. Il s'agirait de le mettre dans un circuit de toute façon pour pouvoir le contrôler. Et le contrôle des médicaments et de toutes les substances, souvent le circuit pharmaceutique pour le coup est adapté. Mais moi, ça fait plus de 50 ans, pas que je fume, parce que j'attendais la remarque de mon voisin, mais ça fait plus de 50 ans. En effet. Ça fait plus de 50 ans que j'entends parler de dépénalisation. Oui, ça fait très longtemps. La légalisation. Bon, en fait, on a quand même franchi une étape, parce que moi, à mon époque, c'était pénalisé. Aujourd'hui, c'était pénalisé, c'était pas légalisé. Maintenant, c'est dépénalisé, on peut le dire. Moi, à mon avis, c'est une étape vers laquelle on ira. C'est pas encore dépénalisé du tout. Pratiquement. Mais pratiquement, les mots ont un sens, la loi existe quand même. La cession de drogue n'est pas dépénalisée. Il y a certains usages. Voilà. Oui, mais pas tous. On parle même de mettre une amende maintenant pour essayer de revenir un petit peu en arrière, mais en gros, les consommateurs. En gros, les consommateurs. Voilà, je parlais des consommateurs, je ne parle pas du trafic. Par contre, on a un sujet qui a été évoqué, c'est celui des drogues dures. C'est-à-dire que depuis qu'on a mis des salles de shoot, depuis qu'on a mis la substitution, c'est-à-dire qu'il y a des produits qui permettent la substitution des drogues dures et des salles de shoot, on a une consommation d'héroïne qui a fortement chuté, des overdoses qui ont chuté. Donc en termes de santé publique, ça a fait vraiment du bien en termes de santé publique et en même temps en termes de délinquance. Donc c'est vrai tout le monde a le même objectif. C'est intéressant ce que vous dites, parce que si on regarde, on peut regarder les choses ou idéologiquement ou concrètement. Et concrètement, ce qu'on veut, c'est la paix sociale dans les quartiers, parce que ça ruine quand même. Alors pour le coup, ça enrichit les quartiers, mais ça ruine la santé et ça ruine le quotidien de tous ceux qui trafiquent autour. Donc c'est vrai que... Et en même temps, là c'est le pharmacien qui parle, c'est vrai que la molécule demeure un psychotrope. Alors autant l'alcool est un antidépresseur reconnu, et c'est vrai qu'on a plus d'effets antidépresseurs avec l'alcool qu'on en a avec ce type de psychotrope. Et c'est vrai que ça fait des dégâts. Alors après, il y a plusieurs nuances. Il y a le taux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le taux de substance, à quel dosage il peut être. Ensuite, sur quelle population? Est-ce que c'est une population plus ou moins jeune? Ensuite, il y a des gens plus ou moins fragilisés. Ça amplifie. Donc a priori, s'il y avait par exemple des schizos en devenir, clairement ils le deviendraient. Donc ça fait franchir des étapes, ça fait franchir des barrières psychiques, psychotiques. Et c'est vrai qu'en termes de santé publique, c'est ravageur. En même temps, on a le souci de la paix sociale, on a le souci également de l'économie, parce que ça ferait des rentrées. Et surtout, en termes de, cette fois-ci, pour les forces de l'ordre, il y a un nombre incalculable de gens qui sont sur le trafic, et le trafic n'arrête pas d'augmenter. Donc il y a un coût de la police et de la sécurité, il y a un coût de santé publique. Voilà, c'est assez compliqué. Vous êtes plutôt pour ou contre? Moi, je serais plutôt contre. Contre la dépénalisation. Contre la dépénalisation, ouais. D'accord. Ouais, plutôt contre. Et là, pour le coup... alors que vous venez de faire une démonstration Non, je ne fais pas une démonstration. J'évoque... Je pensais que vous alliez dire des étiers pour. Non, Florent, j'évoque à peu près tous les éléments. C'est mon côté UMPS, j'en prends de chaque côté. Je tranche. Alors on ne comprend plus rien après. Et donc, si, ce sont des arguments avancés des uns et des autres. Vous pensez que c'est plus dangereux qu'autre chose? Mais moi, je pense, de mon point de vue, qu'il vaut mieux garder la pénalisation tout en bossant sur la prévention. Et ça, c'est tout mon métier de prévention, que ce soit l'alcool, le tabac
ou les risques liés au football, par exemple, qui font des ravages. On est bien d'accord, Moustapha, qu'aujourd'hui, la politique pénale sur ce sujet-là est inefficace, totale. Ce qui ne veut pas dire un échec total. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre beaucoup plus d'argent. C'est-à-dire sur la politique pénale, qui échoue, on est bien d'accord, qu'on la mette plutôt sur la prévention et l'explication. Il y a beaucoup d'argent à mettre ailleurs, à mon avis. Mais voilà, c'est vrai que c'est... Alors quand les spécialistes disent mais la distinction qu'on fait entre drogue douce, drogue dure, elle n'a pas lieu d'être, est-ce que ça veut dire que si on dépénalise le cannabis, il faudra aussi dépénaliser les autres drogues ou ça n'a rien à voir? C'est comme le pacte, c'est le mariage pour tous, c'est une étape. Je pose la question. On fait comme si, en cas de dépénalisation, tout se passe comme si on... Enfin, j'ai l'impression qu'on raisonne comme ça. On va basculer dans un truc infernal. Mais d'ores et déjà, ça existe. La réalité existe. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec cette réalité? Toute chose étant égale par ailleurs, parce que ça rejoint des questions morales, les questions relatives à la prostitution, par exemple. Vous avez toujours des propositions de loi qui veulent interdire la prostitution, pénaliser les clients, etc. Mais on sait bien que... c'est passé. Non, mais d'accord, mais de toute façon, on sait bien qu'on n'y parviendra jamais. Et que plutôt que de prendre cette question-là avec réalisme, et donc avec une certaine forme d'efficacité, on la prend toujours par son aspect dogmatique. En disant, oui, c'est pas bien, il faut condamner, etc. C'est sûr que c'est pas bien. C'est mal pour tout le monde. Mais sauf que c'est un phénomène. C'est pas un moyen de lutter. Alors, qu'on parviendra pas à éradiquer. Hein, soyons réalistes. Alors là, c'est la même chose. Parce que là maintenant, c'est le client qui va être pénalisé. La prostitution n'étant plus interdite. Hein. La prostitution n'a jamais été interdite. C'est le racolage. C'est le racolage et le racolage ne sera plus interdit. Le proxénétisme, voilà. Oui, le racolage ne sera plus interdit. C'est le client qui sera taxé. La prostitution est une activité légale. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous êtes pour la réouverture des maisons closes? Ah oui, absolument. Non, mais Des salles de shoot. Ah bah pour les salles, je trouve. Oui, non, mais c'est bien. Parce qu'autant avoir pas la main, mais avoir un œil sur ce qui se fait, avoir un œil sur ce qui se passe, autant que ça se passe aussi dans des conditions humaines à peu près dignes. Plutôt que de laisser ça comme ça. Vous pensez qu'il peut y avoir de la prostitution dans des conditions humaines à peu près dignes? Non, mais là, non, mais ça sera. Enfin, dire que ça sera moins pire, c'est idiot. Mais j'ai un peu l'impression quand même. Patrice, le seul argument. Enfin, j'ai évoqué l'argument tout à l'heure de santé publique, donc les psychotropes. On revient à la il y a un autre argument pour moi, c'est que la pénalisation, donc c'est un peu, enfin, ça reste quand même la peur du gendarme. Elle permet quand même à des beaucoup plus jeunes d'avoir quand même cette crainte d'y aller. Moi, c'est à celle-là que je pense. Parce que ceux qui ont basculé, entre guillemets, ceux qui ont 14, 15 ans, je pourrais faire des parallèles dans l'éducation nationale, dans le foot, etc. Il y a des âges où, à un moment donné, on sait qu'on n'a plus grand-chose à faire. Je parlerai même de la radicalité, enfin tous ces sujets dont on parle beaucoup. J'estime que, jusqu'à 12, 13, 14 ans, c'est un vrai message qu'on continue à lancer à ceux-là, parce qu'ils sont les plus fragiles. Au niveau du développement, de la physiologie, de l'interdit, c'est juste ça. Ma crainte de la dépénalisation, c'est pas que ceux qui fument consommeraient plus. Moi, à la limite, ceux-là, ils continueront. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais presque. Mais par contre, c'est cette frontière qui se déplacerait sur celui qui finalement, et on rentrerait plus tôt. Et là, on ferait des vrais ravages. Donc, c'est plus la protection et de l'enfant en particulier, à bien des égards, que je reste sur la pénalisation. L'enfant. Je vous propose de changer totalement de sujet. Non, on va parler un peu on parlait tout à l'heure de souffrance d'animal, mais on va peut-être parler de restaurant de Top Chef. Vous savez qu'il y a un finaliste de Top Chef qui est de Versailles, du Trianon Palace. Je vous propose de regarder un sujet sur lui et je vous demanderai après si vous regardez ce genre d'émission. Xavier Pincemin a 26 ans et le finaliste de Top Chef. Second du Gordon Ramsay, restaurant gastronomique 2 étoiles du Trianon Palace de Versailles, il opère le même rituel tous les matins. Arrivé à 8h, il se change et monte en cuisine. La mise en place commence. Bon Paul, elle est bien la salle hein? Ouais, elle est pas mal. Ouais, t'as reçu combien? 2. Tu vas payer combien? Elles sont à 23. Ok. 12 semaines de compétition Top Chef déjà pour Xavier Pincemin. Une aventure éprouvante et riche en apprentissage. Un épanouissement perceptible pour ce jeune cuisinier. Depuis que j'ai fait Top Chef, ma cuisine a évolué parce que j'essaie de donner plus mon identité à moi. Parce que avant j'étais vraiment derrière Simonet, maintenant j'essaie vraiment de me donner mon style de cuisine, être un peu plus créatif on va dire. J'ai pris plus de confiance en moi par rapport au service, le rapport avec l'équipe il est de plus en plus fort.
C'est vrai que je suis de plus en plus passionné par mon métier. Je suis sous-chef du restaurant gastronomique. Et donc, mon rôle, c'est de contrôler ce que font tous les gars avec qui je bosse. C'est-à-dire que je joue aux garnitures, et ils cuisent ces asperges. Je regarde si elles sont bien épluchées, si elles sont belles au niveau de la couleur, le calibre et si le goût est bon. L'assaisonnement, la cuisson. Le matin, je goûte tout. Comme ça, ce soir, pendant le service, il n'y a pas de problème. En semaine, le restaurant de 50 couverts n'est ouvert que le soir. Xavier et son chef Simone Zanoni en profitent pour retravailler la carte en fonction des saisons et des arrivages quotidiens. Une complicité et un respect mutuel partagés depuis 8 ans qui a poussé le chef à inscrire son poulain au concours Top Chef. Je me suis dit, j'avais un bon candidat, j'avais quelqu'un comme Xavier, que je pense qu'il était arrivé à une certaine maturité et je pense que c'était un bon challenge pour lui aussi. Techniquement, c'est le meilleur. Humainement, c'est quelqu'un qui quand même si de temps en temps on essaie de le faire passer pour quelqu'un d'un peu arrogant, pour quelqu'un d'un peu trop sûr de lui, en fait en réalité il n'est pas du tout comme ça. On est très confiant qu'il va arriver jusqu'à la fin. De belles qualités pour peut-être décrocher la finale, mais en attendant, retour en cuisine à 18h pour les derniers contrôles qualité. Avant de démarrer le service, Xavier briefe sa brigade de 12 cuisiniers et l'équipe de service en salle. On a des clients importants à la table 4, donc il y a une personne sans gluten. 20h, le service démarre, le second rejoint son pass, annonce des commandes, vérification des assiettes, l'adrénaline augmente, attention et calme sont de rigueur. Ici, c'est le pass, c'est là où je travaille avec Simone. C'est-à-dire que c'est un petit peu le dernier endroit où on a un contrôle sur, on jette un œil sur l'assiette. C'est ça ? Ça marche. Ouais. Marche 2 menus découvertes avec 2 foie gras, 2 turbo rosés et 2 veau rosés. La passion de la cuisine pour moi, c'est venu depuis tout petit parce que c'est vrai que mes parents ils travaillaient beaucoup et j'avais besoin de les voir comme tout le monde et la seule façon de les voir c'était de dîner avec eux. Donc moi avant, ce que je faisais, je préparais le dîner un petit peu tout seul et puis dès que ma mère arrivait, voilà, on se retrouvait en cuisine et après on passait tous à table. Une passion qu'il espère bien honorer en décrochant la finale de Top Chef 2016 lundi 18 avril et devenir ainsi le 7e gagnant de l'aventure culinaire. C'est moi qui vais y arriver, pourquoi ? Parce que je suis motivé, je ne suis pas allé jusque là pour rien. Il y a mon chef qui est juste là qui attend quand même. C'est important pour lui que j'aille jusqu'au bout. Et je ne veux pas décevoir mes parents ni ma famille. C'est mon rêve depuis tout petit, c'est d'être chef étoilé. Et on y croit, j'y crois toujours. Et puis je ne vois pas pourquoi ça marche pour les autres et pas pour moi. Et on y va. Table 12, vas-y doucement s'il te plaît. Voilà, Xavier Pincement, on lui souhaite de gagner ce concours de Top Chef. Voilà, on n'a plus le temps de parler de ça, mais c'est pas très grave. Hein. On lui souhaite bonne chance à table, tout le monde. Hein. Merci beaucoup à tous les 4, et puis on se retrouve très vite pour un nouveau PAF.